Comme si son opération militaire spéciale ne pouvait être pire, la dernière semaine de novembre 2024 a été un véritable cauchemar pour la Russie. Elle a encaissé coup sur coup au cours de la semaine jusqu'à ce que la situation devienne trop difficile à gérer et que son dos soit brisé. La semaine du 25 novembre au 1 décembre a été la pire que la Russie ait jamais connue dans la guerre en Ukraine en raison de l'effondrement du rouble, du nombre effrayant de morts, du mépris total de l'Occident pour ses menaces nucléaires et de l'agitation persistante en Géorgie. Dans cette vidéo, nous examinerons ces 4 événements importants et discuterons de la manière dont chacun d'entre eux a nui aux aspirations du président russe Vladimir Poutine. Nous commençons par le rouble. Le 28 novembre, l'effondrement du rouble à un niveau symbolique par rapport au dollar américain a semé la panique au Kremlin. Avant d'entamer une remontée modeste et progressive, la valeur du rouble russe est tombée à 114 par rapport au dollar américain. L'effondrement était attendu, le rouble avait perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis août 2024, la barre des 114 marquant le véritable creux d'une monnaie qui lutte pour conserver un semblant de force à la suite des sanctions imposées par les États-Unis et l'Europe. Selon un article du quotidien russe Kommersant, accrochez vos roubles. Alors que l'on accusait le rouble de ressembler à un rapport de guerre, la Russie est particulièrement touchée par la perte du rouble car les actions de Poutine en Ukraine sont directement responsables de la chute de la monnaie nationale. Le fait que la monnaie s'échangeait à 30 pour $1 en 2014 et qu'elle tournait encore autour de 60 à la fin de 2022 indique que Poutine avait découvert des moyens de contourner les nombreuses sanctions imposées à son pays à l'époque. Ces solutions ont été renforcées par l'Occident à la suite d'une nouvelle série de sanctions américaines contre les banques russes qui aidaient le pays à gérer ses transactions avec l'étranger. Le rouble russe s'est effondré en novembre. La banque Gazprom a été la plus durement touchée par ces sanctions. L'intermédiaire privilégié de la Russie pour la gestion des paiements de ses produits énergétiques est également le 3e prêteur du pays en raison de son rôle crucial qui permet aux pays européens d'acheter de l'énergie à la Russie. Elle était également l'une des rares banques russes à ne pas avoir fait l'objet de sanctions auparavant. Nous n'avons plus besoin de ce rôle. Depuis le début de l'opération militaire secrète de Poutine, les importations de gaz russe en Europe sont montées en flèche. En 2021, l'année précédant le début de la guerre de Poutine, la Russie représentait environ 40% de l'approvisionnement en gaz des gazoducs de l'UE. En 2023, ce pourcentage n'était plus que de 8%, les pays européens dépendant de plus en plus des États-Unis et de la Norvège pour leurs besoins en gaz. L'effondrement du rouble a été facilité par les sanctions imposées à la banque Gazprom et la situation ne fait qu'empirer pour la Russie. Pour tenter de réduire la volatilité, la banque centrale du pays, la CBR, a été contrainte d'arrêter les achats de devises sur le marché intérieur jusqu'à la fin de l'année 2024. Cette solution à court terme ne servira à rien. L'économie russe est en crise et le problème du rouble n'en est qu'un des symptômes. Selon Timothy H., stratégiste pour la gestion d'actifs chez Blue Bay, un rouble plus faible entraînera une augmentation de l'inflation, une hausse des taux directeurs de la CBR en réaction et, en fin de compte, un ralentissement de la croissance du PIB réel. Avec un taux d'intérêt de base de 21% et une inflation qui devrait se situer entre 8% et 8,5% d'ici à la fin de 2024, le peuple russe est déjà en difficulté. Le russe moyen s'enlisera encore plus dans un problème de coût de la vie s'il subit une pression supplémentaire et cette pression ne va pas tarder à se faire sentir alors que le taux de l'indice des prix à la consommation en Russie est passé à 8,9% en novembre. La chaîne CNBC a déclaré le 16 décembre que le pays se préparait à une hausse significative des taux d'intérêt. Peut-être que le plafond de 8,5% pour la fin de l'année commence à sembler élevé. Après une réunion qui s'est tenue le 20 décembre, il semble désormais probable que la CBR augmente le taux de base de la Russie à 23%. Pour M. Poutine, cela signifie que son peuple sera moins en mesure d'emprunter de l'argent et d'acheter des biens et qu'il sera de plus en plus mécontent de l'impact de sa guerre en Ukraine sur sa vie quotidienne. Cela lui montre également à quel point l'économie russe est dépendante des exportations d'énergie et à quel point les sanctions et le manque de diversification menacent d'isoler davantage la Russie. Et Poutine est en train de perdre le contrôle de l'économie et si l'on en croit la pire semaine qu'ait connue la Russie, elle devra probablement dépendre de plus en plus de la Chine et de l'Inde pour soutenir son commerce. Ces deux pays cherchent à préserver un semblant de liens commerciaux solides avec l'Occident afin de se maintenir malgré leur alignement informel sur la Russie par l'intermédiaire de l'organisation économique des BRICS. Alors que son économie commence à s'effondrer, la Russie ne peut compter sur eux que dans une certaine mesure. Toutefois, le président russe Poutine serait en mesure d'encaisser
arrêter le coup si c'était la seule chose qui tournait mal au cours de la dernière semaine de novembre. Mais il y a un problème, il a investi une quantité importante d'argent russe dans une bataille qui ne se déroule pas très bien. La vaillante défense ukrainienne fait perdre à la Russie plus d'hommes que jamais. Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle la Russie a connu une si mauvaise dernière semaine de novembre. Notez les taux de perte. En fait, il s'agit de deux relevés. Le 29 novembre, le Kyiv Independent a déclaré que la Russie avait perdu plus de soldats morts ou blessés en une seule journée la veille qu'à n'importe quel autre moment du conflit. La Russie a perdu 230 soldats, dépassant pour la première fois le seuil des 2-0 hommes, selon le commandement général de l'armée ukrainienne. Curieusement, la Russie avait déjà dépassé à plusieurs reprises son propre record de pertes quotidiennes pour le mois de novembre. Elle a failli franchir le seuil des 2-0 hommes le 12 novembre, avec un 950 victimes, un autre record. Naturellement, on pourrait soutenir que ces chiffres sont légèrement manipulés. Ils proviennent directement de l'Ukraine, qui a tout intérêt à donner l'impression que la Russie perd la guerre le plus durement possible. Cependant, d'autres sources occidentales confirment leurs affirmations et font également état d'un nombre élevé de morts. Selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni, la Russie a établi un deuxième record en novembre. La majorité des soldats sont morts en l'espace d'un mois. Selon le rapport, l'armée de Poutine a perdu en moyenne 523 soldats par jour en novembre, avec un total de 45 680 blessés. En outre, il a été vérifié que le 28 novembre, la Russie a perdu environ 2-0 soldats en une seule journée. Poutine a battu deux records, mais pas comme il l'aurait souhaité. Et en plus de toutes ces pertes, la Russie a également dû faire face à des pertes d'équipement assez importantes. En novembre, l'Ukraine affirme également avoir détruit 300 chars russes, à peu près le même nombre de systèmes d'artillerie et 900 véhicules de combat d'infanterie. Pour le troisième mois consécutif, la Russie a dépassé son propre record de perte de troupes. La dernière semaine du mois a rappelé brutalement à quel point les techniques de broyage de viande de Poutine sont cruelles pour ses troupes. Ces pertes accrues ont maintenant des causes. La Russie a accéléré ses efforts, en particulier dans la région de Donetsk, selon le ministère de la Défense. En outre, 50 soldats russes et nord-coréens ont rejoint sa contre-offensive à Koursk, où elle tente de chasser les forces ukrainiennes qui se sont emparées de quelques 450 km² de l'oblast en août. Dans ces zones, la Russie enregistre quelques succès. L'Ukraine a perdu environ 40% de la zone dont elle s'est emparée à Koursk, mais il s'agit en grande partie de terrain qu'elle a retiré pour renforcer ses forces face aux troupes russes qui arrivaient. Au cours de ces opérations de plusieurs mois dans la région de Donetsk, la Russie a également pu s'emparer d'environ 300 km² de territoire. Poutine est donc en train de gagner. Des dizaines de milliers de ses soldats sont sacrifiés dans le processus. La dernière semaine de novembre a toutefois révélé sa faiblesse tactique plus que toute autre semaine. Une nation dotée d'une armée aussi puissante que la Russie ne devrait pas perdre plus de 2-0 hommes en une seule journée. Mais cela est dû aux prouesses tactiques de Poutine, qui consiste à tirer des roquettes sur des cibles et à envoyer des troupes à pied pour dévorer les munitions des Ukrainiens. Bien que cette stratégie ait connu un certain succès, les gains territoriaux de la Russie ont un coût élevé, car elle utilise ses propres soldats comme de la chair à canon. Selon l'Institute for the Study of War, la Russie a perdu environ 50 soldats pour chaque 0,38 milles carrés qu'elle a capturés. L'Institut estime que les offensives de l'automne lui ont coûté à elles seules 125 800 soldats. Avec des pertes encore plus importantes au cours de la dernière semaine de novembre, ce ratio a diminué et Poutine doit maintenant envisager le risque de ne pas pouvoir continuer à faire tourner son hachoir à viande pendant très longtemps. Après tout, il dépend déjà de la Corée du Nord pour soutenir ses soldats assiégés. En outre, il a de plus en plus recours à des mercenaires issus de pays à faible revenu comme Cuba et l'Inde, où il a peut-être enrôlé jusqu'à 15 guerriers. Tout cela vise à éviter que la population russe, déjà en difficulté, ne soit poussée à un second tour de mobilisation. Cependant, si les défaites du 28 novembre indiquent quelque chose, c'est que Poutine devra vaincre des dizaines de milliers de soldats supplémentaires, peut-être même des centaines de milliers, pour s'emparer de l'Ukraine. Ainsi, la semaine débutant le 25 novembre a été la pire de l'histoire de la Russie pour deux raisons. Deux de ses propres records de pertes en soldats ont été battus alors que les décombres s'effondraient. Cependant, Poutine peut au moins compter sur l'arsenal nucléaire de la Russie, n'est-ce pas? Bien que cela ne l'aide pas non plus, il peut toujours représenter une menace pour l'Occident. Les modifications de la doctrine nucléaire russe ont été proposées pour la première fois en septembre et approuvées par M. Poutine le 19 novembre. La décision prise la veille par le président Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à tirer des missiles à longue portée ATACMS à l'intérieur de la Russie est probablement à l'origine de ces ajustements qui marquaient le 1000e jour de la campagne militaire spéciale de la Russie. M. Poutine a tenté de faire comprendre que la Russie utiliserait des armes nucléaires contre tout pays qui soutiendrait l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'affirme la nouvelle politique de la Russie. Elle affirme désormais que toute agression significative contre la Russie pourrait donner lieu à des représailles nucléaires.
Il n'est pas nécessaire que des armes nucléaires ennemies soient à l'origine de cette frappe massive. Toute attaque dont la Russie estime qu'elle compromet sa souveraineté peut entrer dans cette catégorie, y compris celle menée par des drones, des avions, des missiles et d'autres armes traditionnelles. La possibilité de frappe coordonnée est plus préoccupante pour l'Occident dans son ensemble. Selon la Russie, tout État qui participe à une coalition sera tenu pour responsable de l'incitation à une attaque susceptible d'appeler une réponse nucléaire au même titre que celui qui lance l'attaque. En d'autres termes, l'Ukraine ne serait pas la seule à risquer une guerre nucléaire si elle représentait un danger pour la souveraineté russe. Des représailles nucléaires seraient également exercées contre les États-Unis, le Royaume-Uni et tous les autres alliés occidentaux de l'Ukraine. Bien que Poutine ait déjà brandi le sabre nucléaire de la Russie au cours du conflit en Ukraine, il s'agit là de son coup le plus puissant à ce jour. Poutine espérait ainsi effrayer l'Occident pour qu'il renonce à son soutien à l'Ukraine. Malheureusement, la Russie a obtenu le résultat exactement inverse. Au cours de la dernière semaine de novembre, il est apparu clairement que les alliés occidentaux de l'Ukraine étaient déterminés à remettre en question la nouvelle doctrine nucléaire de Poutine. L'utilisation de l'Atakan n'a sans doute pas été interrompue. Selon un rapport de la BBC du 26 novembre, l'Ukraine a lancé une attaque dans la région de l'Oterevka qui a détruit l'un des systèmes de défense aérienne S-400 de pointe de la Russie. Toutefois, d'autres éléments indiquent que les menaces nucléaires russes ne sont pas prises au sérieux par l'Occident. Par exemple, après que M. Poutine a promulgué sa nouvelle politique nucléaire, le Royaume-Uni a autorisé l'utilisation de missiles à longue portée Storm Shadow. La Russie tient un discours irresponsable qui ne va pas nous dissuader de soutenir l'Ukraine, ont-ils déclaré, reprochant à M. Poutine d'avoir modifié son dispositif nucléaire. En d'autres termes, Poutine peut agiter son sabre aussi souvent qu'il le souhaite, cela ne changera rien. En réaction aux menaces nucléaires de Poutine au cours de la dernière semaine de novembre, l'Occident a collectivement haussé les épaules. Selon The Conversation, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont les trois autres pays dotés de l'arme nucléaire qui exerceraient des représailles directes si la Russie utilisait l'arme nucléaire contre l'un des partenaires de l'Ukraine au sein de l'OTAN. L'Occident sait que Poutine ne veut pas être impliqué dans cette riposte. Au cours de la dernière semaine de novembre, la Russie a été appelée à bluffer sur le territoire russe. Les missiles à longue portée sont toujours utilisés. L'Ukraine reçoit toujours un soutien. Poutine tente d'intimider les pays occidentaux, mais aucun d'entre eux ne prête attention aux dirigeants russes. Cela n'enlève rien à la gravité du danger nucléaire russe. La Russie a déployé un 549 ogive stratégique, selon l'Arms Control Association. En outre, elle possède 4 380 armes nucléaires dans son arsenal et 200 autres sont en cours de déclassement. Les États-Unis possèdent presque le même nombre d'armes dans chaque région et le Royaume-Uni et la France ont ajouté ensemble 515 armes nucléaires à l'arsenal occidental, ce qui préoccupe Poutine. L'Occident sait que Poutine ne prendra pas le risque de réagir, c'est pourquoi ses tentatives d'instiller la terreur autour des armes nucléaires échouent. Après tout, Poutine a cherché à inclure l'Ukraine dans la Fédération de Russie, raison pour laquelle il a lancé son opération militaire spéciale. Il serait contraire à ses objectifs de la détruire avec des bombes nucléaires avant d'utiliser ses armes contre l'Occident. Alors que le rouble s'effondrait et que Poutine perdait un nombre record de soldats, ces avertissements nucléaires ont été ignorés au cours de la dernière semaine de novembre. Un autre événement survenu au cours de la semaine a sérieusement ébranlé la position de la Russie, qui était déjà précaire pour le dirigeant du pays, les manifestations en Géorgie. Quel est le lien entre la Géorgie et la Russie? Tout se résume aux dirigeants géorgiens favorables au Kremlin. La Russie a soutenu le parti Rêve géorgien avant les élections d'octobre 2024 avec 54% des voix. Ce parti a remporté les élections en Géorgie, mais de nombreuses personnes, dont Saloma Zarabishvili, l'actuelle présidente du pays, ont contesté les résultats. Elle a déclaré que tout ce gâchis était une opération spéciale russe et a qualifié les résultats des élections d'illégaux. Quoi qu'il en soit, les Géorgiens n'apprécient pas que le Kremlin ait pu infiltrer le gouvernement de leur pays. Des milliers de personnes ont manifesté le 29 novembre à Tbilissi, la capitale, contre la décision du gouvernement d'interrompre les négociations avec l'Union européenne, UE, concernant l'adhésion potentielle de la Géorgie au groupe. Bien qu'elle n'ait pas participé à la manifestation, Madame Zarabishvili a exprimé son soutien, affirmant que le mouvement de résistance avait déjà commencé et elle a déclaré « Nous resterons unis jusqu'à ce que la Géorgie atteigne ses objectifs, qu'elle reprenne le chemin de l'Europe et qu'elle organise de nouvelles élections » dans un discours diffusé à la télévision géorgienne. Malheureusement, le rôle de Madame Zarabishvili en Géorgie est essentiellement cérémoniel. Le Premier ministre Irakli Kobikidze, qui est souvent considéré comme étant dans la poche du Kremlin, est le véritable pouvoir dans le pays. Bien entendu, M. Kobikidze a déclaré qu'il n'était pas influencé par la Russie, mais
les louanges qu'il a adressées à la police géorgienne pour le respect de l'ordre constitutionnel du pays semblent contredire cette affirmation. Cela est d'autant plus vrai que le médiateur géorgien pour les droits de l'homme a déclaré que les manifestants arrêtés avaient été victimes de brutalités injustifiées après avoir signalé des cas d'abus de la part de la police. À l'intérieur de la Géorgie, il existe un ressentiment à l'égard de la Russie. Selon la BBC, au cours des manifestations, les manifestants ont brûlé des feux d'artifice et lancé des bouteilles en verre et des pierres. Tout cela suggère qu'ils étaient très mécontents de ce qu'ils considèrent comme des tentatives russes d'influencer l'adhésion de la Géorgie à l'UE. Plus de 100 diplomates et fonctionnaires géorgiens de haut rang ont signé une lettre ouverte déclarant que les intérêts stratégiques du pays n'étaient pas servis par la décision de la Géorgie de reporter les négociations. M. Kobikidze, pour sa part, a accusé l'UE de tenter de faire chanter la Géorgie, notamment parce qu'elle a relevé de graves anomalies dans les élections géorgiennes. Sachant que 80% des Géorgiens sont favorables à l'adhésion à l'UE, cela ressemble fort à une déclaration de Poutine par l'intermédiaire de Kobikidze, et c'est là que se situe le problème de Poutine. Il a probablement cru pouvoir transformer efficacement l'ancienne République soviétique en un État satellite de la Russie en s'immisçant dans les affaires géorgiennes. Il a maintenant réussi à persuader le gouvernement du pays, favorable au Kremlin, de reporter toute la question de l'UE à la fin de l'année 2028, peut-être dans l'espoir que sa campagne militaire spéciale en Ukraine serait terminée bien avant cette date. Cela lui permettrait de se concentrer sur l'expansion de son pouvoir en Géorgie, ce qui aboutirait en fin de compte à l'arrêt complet de ces négociations. Les Géorgiens sont parfaitement conscients de ses intentions. Les officiers de police qui surveillent le bâtiment du Parlement de la Nation ont été soumis à des champs d'esclaves russes, exprimant leurs opinions exactes sur la situation en Géorgie. Il ne fait aucun doute que la Russie n'est pas satisfaite des protestations de la Géorgie. Les centaines de personnes qui manifestent à Tbilissi font clairement comprendre à Poutine que son influence n'est pas souhaitée dans leur pays. Cette désobéissance ouverte au Kremlin est perçue par le reste du monde, en particulier par l'Occident, comme un autre signe que la Russie perd de son influence parmi ses anciens alliés soviétiques. Afin de placer la Russie à la tête de la Géorgie, Poutine avait l'intention d'influencer les élections géorgiennes. Il a réussi à installer son premier ministre, mais ses actions ont provoqué une insurrection en Géorgie, où l'armée russe contrôle 20% du pays. Compte tenu de l'ampleur des pertes subies par la Russie en Ukraine, le soulèvement pourrait devenir violent à un moment où il est difficile d'épargner encore plus de troupes. La cerise sur le gâteau pour la pire semaine de la Russie depuis le début de la guerre a été les protestations de la Géorgie dimanche. Avec les manifestations en Géorgie et le haussement d'épaules collectif de l'Occident face aux menaces militaires de Poutine, la Russie est également confrontée à la réalité. Son influence est bien moindre qu'elle ne le pensait, elle perd plus de personnes que jamais et le rouble est en plein marasme. Pour couronner le tout cela se déroule alors que Donald Trump, le président élu, s'apprête à prendre ses fonctions en janvier. La plupart des gens pensent que Trump essaiera de faire signer un accord de paix à l'Ukraine et à la Russie et qu'il fera probablement pression pour que la guerre en Ukraine prenne fin rapidement dès son entrée en fonction. Naturellement, la Russie cherchera à avoir le plus d'influence possible tout au long des négociations entourant ce plan. Elle déploie actuellement des efforts considérables pour récupérer Koursk et s'emparer de nouveaux territoires de Donetsk, ce qui l'amène à menacer de recourir à l'arme nucléaire. Cependant, la Russie s'est brisé les reins, du moins en termes de négociations, à la suite de l'assaut quadruple des problèmes qui l'ont frappé entre le 25 novembre et le 1 décembre. Il est donc clair que la Russie se détériore. Afin d'obtenir ce qu'il souhaite de tout accord supervisé par Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky soulèvera chacune de ces questions lors des négociations de paix. La semaine d'enfer de la Russie l'a rendue plus exposée qu'elle ne l'a jamais été pendant le conflit en Ukraine. Sera-t-elle capable de rebondir à temps pour les négociations de paix de Trump ? Faites-nous part de vos réflexions sur la terrible semaine de la Russie et ses implications pour l'avenir dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo comme toujours.